Nous vous proposons d'écouter aujourd'hui Philippe Descola, anthropologue, professeur émérite au Collège de France et dont l'anthropologie comparative des rapports entre humains et non humains a révolutionné le paysage des sciences humaines et la réflexion sur les enjeux écologiques de notre temps. Vendredi 27 mars 2026, il était invité à la librairie Ombre Blanche pour la présentation de son livre « Politique du Faire-Monde » aux éditions du Seuil. À partir de ses Tanner Lectures, conférences données en 2023 à l'Université de Californie à Berkeley, Philippe Descola expose les grandes orientations politiques qui se dégagent de son travail anthropologique depuis plus de 50 ans, notamment auprès des Achuars en Amazonie. Il était en dialogue avec Laurent Gabeil, anthropologue spécialiste de l'analyse du rituel et des relations de parenté. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses. On doit être à peu près 10 000, je crois. Je voudrais remercier chaleureusement Philippe Descola d'avoir accepté notre invitation pour venir présenter son livre « Politique du Faire-Monde » aux éditions du Seuil. Je vais laisser mon collègue Laurent Gabeil présenter plus longuement, évidemment, Philippe Descola. Mais je voudrais dire un mot sur Laurent Gabeil, donc anthropologue, maître de conférences en anthropologie à l'université Toulouse-Jaurès, l'université du Mirail. Merci beaucoup, Laurent. Un mot juste pour vous dire qu'il y aura donc un dialogue d'environ 50 minutes, voilà, entre deux intervenants, et que vous aurez aussi la parole, évidemment, après. Donc, attention, pas de frustration, il y a beaucoup de monde, donc on va essayer de recueillir un maximum de questions, mais voilà, pas de frustration, s'il vous plaît, surtout. Et voilà, je vous souhaite une très belle rencontre, et je laisse la parole à Philippe Descola et à Laurent Gabeil. Merci beaucoup. Ah mais non, j'en ai un autre, ok, super. C'est réjouissant de voir autant de monde dans cette librairie. J'ai l'impression de voir un amphithéâtre du Mirail avec autant de gens. Merci Maxime, merci à la librairie Ombre Blanche de nous accueillir ce soir. On a donc le plaisir de recevoir Philippe Descola pour discuter de son dernier ouvrage, Politique du Faire-Monde, paru au Seuil l'année dernière. On ne te présente plus Philippe, mais je vais quand même le faire aussi succinctement que possible. Philippe Descola est anthropologue, spécialiste des populations amazoniennes et plus particulièrement des Achuars, un groupe de langue jivaro auquel il a consacré de nombreux textes. Je ne cite que 2 des ouvrages plus monographiques, La nature domestique, paru en 1986, et Les lances du crépuscule en 1993. Mais tes travaux débordent largement l'Amazonie, car tu es aussi un représentant d'une anthropologie qu'on pourrait qualifier de générale, dans le sens où tu ne cherches pas seulement à rendre compte de la manière dont les humains vivent leurs conditions ici ou là, mais à proposer un modèle qui contribue à rendre intelligibles ces différentes manières d'habiter le monde. Cette manière de faire de l'anthropologie, disons-le, se fait de plus en plus rare aujourd'hui. Elle ambitionne de dépasser le stade de l'inventaire des différences culturelles afin de créer un cadre conceptuel qui les rend comparables. Autrement dit, ne pas s'en tenir à la contemplation du chatoiement du monde, ce qui est déjà tout à fait honorable comme projet, mais tenter de formuler un modèle plausible qui explique cette extraordinaire diversité de manière plus profonde, en deçà des différences culturelles observables. Cet ambitieux projet théorique, que tu as pu conduire en occupant la chaire du Collège de France pendant un peu plus de 20 ans, découle initialement d'une certaine insatisfaction du vocabulaire conceptuel qui avait cours à l'époque où tu as commencé ta carrière et qui reposait, sans le questionner véritablement, sur un grand partage entre le domaine de la nature et celui de la culture, opposition qui recoupe une division du travail scientifique entre les spécialistes des sciences du vivant et celles et ceux des sciences humaines et sociales. Ton expérience ethnographique chez les Achuars a été décisive pour en montrer les limites. Le mot de nature, pas plus que les conceptions qui lui sont associées, n'y existe tout simplement pas. Et si de fait l'idée de nature est aujourd'hui consistante chez nous, cela est loin d'avoir été toujours le cas. La stabilisation de cette idée est un processus historique dont on peut faire remonter le premier mouvement à la Renaissance. Et l'une des grandes forces de ton travail est d'avoir réussi à provincialiser cette opposition entre nature et culture, non pas pour en invalider la pertinence, mais plutôt en limiter la portée. Ce n'est au fond qu'une manière parmi d'autres de faire monde. Dans ton ouvrage « Par-delà nature et culture », paru en 2005, tu as nommé cette forme de mondiation le naturalisme,
par contraste avec 3 autres solutions possibles, l'animisme, le totémisme et l'analogisme, qui sont les résultats logiques d'une combinatoire qui repose sur la façon dont les humains s'identifient ou pas aux autres êtres, animaux, plantes, esprits, avec lesquels ils partagent leur milieu de vie, et cela sur le double plan de l'intériorité et de la physicalité. Autrement dit, pour le dire un peu plus simplement que je ne viens de le dire, jusqu'à quel point reconnaissons-nous chez ces autres qu'humains des corps différents ou analogues aux nôtres, jusqu'à quel point présupposons-nous chez eux des aptitudes à la culture similaires ou incommensurables avec les nôtres. Dans ton livre paru en 2021, Les formes du visible, tu as prolongé ce cadre théorique pour en tester en quelque sorte la validité empirique dans un domaine traditionnellement chasse-gardé de l'histoire de l'art. Celui de ces formes fondamentalement non discursives que sont les images, en montrant qu'aux 4 grands régimes ontologiques que tu identifies correspondent autant de modes de figuration. Dans l'ouvrage que l'on discute ce soir, dont la matière a été fournie par le dernier cycle de tes leçons au Collège de France et des conférences que tu as été invité à donner aux États-Unis à Berkeley, les Tanner Lectures, tu poursuis ce travail comparatiste en examinant la dimension politique de ces différentes manières de faire monde. De fait, les institutions politiques qui nous sont les plus familières relèvent d'une cosmologie tout à fait singulière et certainement pas aussi universelle qu'on se plaît à le croire. Les manières de composer avec les autres qu'humains dans un milieu de vie plus ou moins équitablement partagé sont d'une stupéfiante diversité, mais force est de constater que certaines options ont des effets plus délétères que d'autres. Celle qui est la nôtre depuis quelques siècles et qui semble ne pas cesser de s'intensifier ces dernières décennies nous conduit au constat glaçant d'une mise en péril des conditions d'habitabilité de la Terre. Ton livre prend à bras-le-corps cette question des conséquences politiques des différentes options ontologiques que les collectifs humains se sont choisis, mais il ne fournit pas de recette de sortie de crise. Prévenons tout malentendu, ceci n'est pas un manuel de bifurcation facile et heureuse. C'est davantage, il me semble, un pas de côté vers d'autres manières de penser les relations avec les êtres qui nous entourent, afin d'opérer un décentrement sur ce qui nous semble aller de soi. Avant d'en venir à ce point, la dimension véritablement politique de l'ouvrage, peut-être j'aimerais bien te tendre la perche et revenir sur le fait que le modèle que tu proposes dans ce livre, mais qui est une introduction ou un résumé plutôt de travaux que tu conduis depuis plus de 20 ans maintenant, enfin plus de 30 ans disons, ce que tu proposes n'est pas simplement une typologie des différentes manières de faire société. C'est ce que je disais, c'est une combinatoire logique des différentes façons d'assembler humains et autres qu'humains dans des collectifs. Il y a au moins 2 conséquences à cela, il y en a d'autres, mais au moins 2. L'idée de société n'est qu'une configuration parmi d'autres. Elle nous est très familière parce que c'est la nôtre, mais elle peut difficilement servir de maître étalon pour mesurer les différences. Et deuxièmement, les différents régimes ontologiques que tu identifies ne se présentent que partiellement sous des formes pures. Ce qu'on observe empiriquement, ce sont des tendances fortes, des points d'attraction autour desquels gravitent un ensemble d'idées, lesquelles font converger les pratiques et les systèmes d'inférence dans une direction plutôt qu'une autre. En effet, pour reprendre des exemples que tu as toi-même évoqués à plusieurs reprises, il est facile de voir chez nous des poussées ponctuelles d'animisme. Lorsqu'on parle à notre chat en ayant l'impression qu'il nous comprend, très sincèrement, hein, on fait ça souvent pour les amateurs d'animaux, pas moins fréquent d'avoir des petites montées d'analogisme lorsque nous lisons notre horoscope, sachant bien que tout cela n'est pas très sérieux, mais quand même, comme disait Manoni, ceci pour dire que nous faisons régulièrement des expériences qui appartiennent à un régime ontologique divergent de celui qui est dominant chez nous. Cette situation se présente aussi sous d'autres latitudes. Tu prends dans le livre l'exemple d'oscillation entre animisme et analogisme à propos des populations de Mongolie et d'Asie centrale. Et je vois dans ces différents cas une bonne manière de montrer que ce que tu proposes consiste moins à identifier ou ranger tel ou tel collectif dans un régime ontologique, plutôt qu'à se doter d'un modèle qui permette de rendre intelligibles les différences significatives dans la manière de penser et d'agir avec ces alters non humains qui nous entourent. Je souligne cela pour te donner l'occasion de clarifier ce que parfois l'on te reproche, notamment le fait que ton modèle serait une typologie. Ce n'est pas juste une armoire dans laquelle ranger les sociétés, et dont je constate moi-même, là, en tant qu'enseignant, qu'il est parfois difficile de faire comprendre la différence entre un modèle et une typologie.
Merci Laurent, c'est toujours un plaisir de revenir à Ombre Blanche. C'est toujours un plaisir de revoir Laurent aussi, qui a presque tout dit. Au fond, je ne sais pas, je vais juste rajouter quelques codicilles à ce que tu as dit. Je vais essayer de répondre à ta question. En fait, je me suis lancé dans ces conférences qui ont abouti à ce livre parce que j'étais convaincu que la situation qui se présente à nous, que certains appellent l'Anthropocène, que je préfère appeler le Capitalocène, parce que l'Anthropocène, c'est mettre l'accent sur le fait que les humains sont responsables d'un changement de type géologique qui rend poreux les frontières entre phénomènes sociaux et phénomènes naturels. Or, ce ne sont pas les humains en général qui sont responsables de ça. Les Atchouars ou les Bassaris qui sont familiers ne sont en aucune façon responsables du réchauffement climatique ou de la baisse de la biodiversité. C'est un système qui s'est instauré avec le capitalisme industriel en Angleterre au début du 19e siècle et qui a été rendu possible parce que j'ai appelé le naturalisme, c'est-à-dire ce mouvement de révolution anthropologique qui s'est produit au XVIIe siècle dans les textes et qui s'est produit un peu plus tôt dans les images, comme tu l'as rappelé, j'ai essayé de le montrer dans les formes du visible, et qui aboutit à transformer les autres qu'humains en choses. Et le fait de transformer les autres qu'humains en choses rendait possible effectivement leur transformation en marchandises, avec un coût, une possibilité de les mettre en valeur, de les utiliser pour les aménités propres aux humains. Et donc, on a franchi là une étape importante qui était la condition de possibilité, au fond, de transformer ce qu'on appelait, on a appelé ensuite des ressources, en possibilité de développement des richesses des humains et comme condition aussi d'émancipation des humains avec une meilleure distribution de ces richesses. Et de ce point de vue-là, les grands penseurs du socialisme au XIXe siècle n'ont pas transformé le système naturaliste dans la mesure où ils ont surtout mis l'accent sur une distribution différente des richesses, sur le fait que le prolétariat devait devenir propriétaire des moyens de production et non pas la bourgeoisie, mais globalement, le système de dévastation du monde que le capitalisme industriel avait mis en place s'est poursuivi, et il s'est poursuivi de façon exemplaire d'ailleurs dans l'industrialisation en Union soviétique et en Chine. Et donc, si le naturalisme a été la condition d'émergence du capitalisme, et si nous souhaitons transformer nos conditions de vie de façon à sortir du capitalisme industriel, des inégalités qu'il provoque, de la dévastation de la terre dont il est responsable, il faut pouvoir sortir aussi du naturalisme. Donc il faut pouvoir sortir d'un ensemble de présupposés implicites que nous véhiculons en nous et qui ne sont pas qui n'ont pas une forme explicite, c'est-à-dire c'est pas une constitution, c'est pas un système juridique, ce sont des inférences que nous faisons à propos des qualités des éléments qui nous environnent. Il y en a certains qui sont des choses, qui sont des autres qu'humains, qui sont des machines, des artefacts, des animaux, des plantes, et d'autres qui sont des humains, qui à une certaine époque, et encore peut-être implicitement pour certains, sont à peine plus que des choses aussi. Et ce dispositif au moyen duquel nous faisons monde, il faut pouvoir le transformer de façon à forger de nouvelles cosmopolitiques. Alors le terme est ancien, cosmopolitique, hein, c'est un terme que Kant a rendu populaire dans son projet de paix perpétuelle et qui est fondé sur les
principe de base de la philosophie des Lumières, c'est-à-dire une égale dignité de tous les humains, et puis une propension à l'hospitalité, à la nécessité, au fond, d'être accueillant pour tous les humains qui viennent se présenter à vous. Quelque chose importante à notre époque avec la question des migrants, bien sûr. Mais cette cosmopolitique qui a animé, au fond, la réflexion politique ou la philosophie politique de beaucoup de progressistes au cours du 19e et du 20e siècle, possède un inconvénient, c'est que le cosmos de cosmopolitique, c'est un cosmos dans lequel il n'y a que des humains. Et la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est une situation dans laquelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, les frontières entre les phénomènes sociaux et les phénomènes naturels deviennent poreuses, et où par conséquent la possibilité de continuer un régime d'existence dans lequel il y aurait des institutions pour les humains, des institutions pour les autres qu'humains, devient difficile. La grande division du droit entre le droit des personnes et le droit des choses, entre le droit de propriété, le droit des brevets d'un côté, et puis les libertés politiques de l'autre et les libertés civiles, perpétue au fond cette division. Et il est évident pour un anthropologue que si nous voulons changer les choses, nous avons à notre disposition un répertoire considérable d'expériences collectives, de gens qui, jadis et encore maintenant, ont tenté d'accommoder des humains et des autres qu'humains à l'intérieur de systèmes d'une grande variété sans doute, mais qui ne dissociaient pas, au fond, le régime de gouvernance des humains du régime de gouvernance des autres qu'humains. Et donc, comment utiliser, au fond, cet extraordinaire répertoire que les ethnographies et les textes des historiens aussi nous proposent? Eh bien, en essayant de voir ce que l'on peut en tirer comme enseignement, non pas en transposant, bien sûr, on ne va pas transposer des institutions que l'on a repérées à tel ou tel endroit du monde, telles quelles, pour gérer le monde moderne. Par moderne, j'entends le monde naturaliste, parce que cette transposition ne marche pas et que, au fond, aucune situation historique n'est véritablement transposable. En revanche, on peut se servir, et je reviens sur ce que disais tout à l'heure, je ne propose pas des solutions toutes faites. En revanche, on peut se servir de cette masse d'expériences collectives comme un tremplin, comme une stimulation pour essayer d'imaginer des institutions différentes. Alors j'en donne plusieurs exemples dans ce livre. Je vais en donner deux qui me paraissent intéressantes par les conséquences qu'elles entraînent sur le plan de la philosophie politique, si on veut dire. Il y a quelques années, lors de la COP21, des membres d'une communauté amérindienne de l'Amazonie équatorienne qui s'appelait Sarayaku sont venus à Paris pour demander une reconnaissance internationale nouvelle, selon des catégories juridiques nouvelles, du territoire qu'elles occupent en Haute-Amazonie. Et les arguments qu'ils avaient présentés pour appuyer cette demande étaient fondés sur l'idée que le territoire qu'ils occupent présente des relations ou offre la possibilité de relations matérielles et spirituelles. Je traduis matériel et spirituel non pas du quechua, puisque ça avait été initialement formulé en quechua, mais de l'espagnol. Des relations matérielles et spirituelles entre tous les occupants de ce territoire. Autrement dit, on avait là une demande qui était originale parce qu'elle n'était pas fondée sur l'autochtonie, sur l'idée que cette population occupait ces lieux depuis des temps immémoriaux. La
la tradition, disons, d'une occupation ancestrale, etc. Parce que d'abord, c'était faux. C'est une région où il y a eu beaucoup de mouvements. Et cette population, en plus, était le produit d'une ethnogénèse. C'est pour ça qu'ils parlaient quichua. C'était le produit d'un mélange de différentes populations autochtones de cette région de l'Amazonie qui s'étaient retrouvées dans des réductions missionnaires dominicaines à la fin du XVIIIe siècle, et qui avaient perdu leur langue du fait de l'évangélisation par les missionnaires en quichua, qui était la langue d'évangélisation dans cette région des Andes. Et donc ces gens étaient en fait venus s'agréger de briques et de broc, avaient constitué une culture, ce qu'on appelle une ethnogénèse en anthropologie, c'est-à-dire ils avaient constitué une culture singulière qui était le produit de l'hybridation de tous les groupes tribaux qui s'étaient agrégés, qui avaient été agrégés par les missionnaires dans ces réductions. Donc l'idée d'une autochtonie, d'une ancestralité n'avait guère de sens. Il ne s'agissait pas même de protéger des ressources, puisque, en fait, ça aurait pu être le cas dans la mesure où des tentatives de prospection pétrolière à la périphérie de ce territoire commençaient à menacer l'intégrité du territoire. Non, il s'agissait encore de quelque chose de différent, c'est-à-dire de l'idée que le territoire en tant que tel était devenu une sorte de sujet politique, parce qu'il rendait possible des formes d'interaction entre les citoyens de ce territoire, humains et autres qu'humains, tout à fait singulières. Et donc on a, avec cet exemple, c'est le fait de transformer une relation en sujet politique, un déplacement, un écart par rapport à la philosophie politique classique qui est fondée depuis la philosophie des Lumières sur l'individualisme, c'est-à-dire sur des individus humains, propriétaires d'eux-mêmes, ayant des intérêts, négociant entre eux leurs intérêts, le rôle de l'État étant de garantir une sorte de forme d'équilibre entre ces transactions entre individus. Là, on est dans un registre complètement différent. Deuxième exemple, ce sont des manifestations qui se sont tenues à Cusco, donc au Pérou, dans le sud du Pérou, de populations autochtones qui protestaient contre la concession d'une montagne à une entreprise minière et qui aurait abouti, selon la logique de l'extraction minière telle qu'elle est pratiquée maintenant par décapage, à la destruction de cette montagne. Alors, les slogans qui étaient employés par les manifestants autochtones sur la grande place de Cusco étaient, pour certains, en apparence écologistes, c'est-à-dire non à la pollution de nos cours d'eau, etc., etc. Défendons notre territoire, etc. Mais en réalité, ce qui se passait, c'est que ces habitants autochtones de la cordillère de Laosangate, qui est celle où figurait cette montagne, agissaient en tant que membres d'un collectif plus large que les humains réunis sur cette place, qui comportait des montagnes. Les montagnes sont des divinités dans cette partie des Andes, qui comportait aussi des lamas, des champs de pommes de terre, des lacs, des rivières, des glaciers. Et en tant qu'humains capables d'agir dans le monde des humains, ils avaient cette responsabilité éminente de représenter un membre du collectif. Et donc, c'est ce qu'ils faisaient. Et cela rappelle d'une certaine façon des mouvements qui, en Europe, je pense en particulier à ce qui s'est passé avec les soulèvements de la terre ou avec les ZAD, sont composés d'humains qui viennent défendre non pas un territoire parce qu'ils souhaitent le protéger, bien sûr,
ils souhaitent le protéger de la dévastation, de la transformation, etc. Mais ils souhaitent le protéger en tant que des éléments essentiels de ce territoire, d'où ce fameux slogan « Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend ». C'est-à-dire cette idée, au fond, que des membres d'un collectif d'humains et de non-humains, mais qui sont des humains, se sentent en responsabilité pour défendre un milieu de vie qui a été attaqué. Autrement dit, on voit non seulement à travers des exemples ethnographiques des façons différentes de concevoir le territoire, la représentation politique, le rapport bien sûr au territoire, des principes même de constitution d'une cosmopolitique, mais on voit que des exemples tout à fait contemporains dans des collectifs alternatifs, disons, ont pu faire ressurgir ces formes d'action politique qui ne sont pas donc réservées à des populations autochtones un peu partout dans le monde. Je dois rajouter en plus que les deux cas que je présente, que j'ai présenté, celui de la commune de Sarayaku en Amazonie et celle des Amérindiens qui manifestent sur la place de Cusco, ce sont des luttes qui permettent de transformer des conceptions, disons, traditionnelles de l'action politique en instruments actifs à l'heure actuelle dans des combats politiques qui ont des conséquences immédiates. Alors, une chose par exemple qui est surprenante pour les militants urbains, pour la plupart de la gauche péruvienne, c'est qu'ils voient dans ces luttes, ils ont longtemps vu dans ces luttes des tentatives d'expropriation des moyens de production des propriétaires d'hacienda, ou bien des luttes écologiques classiques, alors qu'en réalité, ça dépasse ce langage, disons, dont les militants sont familiers, en incluant d'une façon originale des autres qu'humains à l'intérieur d'une cosmopolitique de combat, si je puis dire. Voilà, donc c'est ce, pour répondre à ta question, c'est ce constat de la pertinence de l'anthropologie et de l'histoire pour essayer, dans une période critique comme la nôtre, d'essayer d'imaginer d'autres formes de vivre ensemble, qui m'a conduit dans cette direction, sans aboutir, comme tu l'as souligné, à proposer un programme. C'est pas le manifeste du Parti communiste, c'est pas le mais c'est une invitation, au fond, à réfléchir ensemble à des formes alternatives de cosmopolitique. C'est marrant, en lisant m'est revenu un épisode qui nous est familier sans doute à tous, mais je me suis rappelé de cette époque du Covid où on a tous été confinés chez nous et où on a vu d'un seul coup, dès qu'on a relâché un peu la pression anthropique, on a vu des animaux ressortir. Il y avait des images de renards, de cervidés dans les grandes villes. C'était assez saisissant pour nous. Alors c'est évidemment qu'une expérience, une toute petite parenthèse dans l'histoire des métropoles occidentales, mais ce qui n'est qu'une parenthèse chez nous, qui était saillante à ce moment-là, parce qu'on était enfermés, c'est quand même l'expérience quotidienne de beaucoup de gens. Et je me prends, ou peut-être je veux bien que tu développes quelques exemples à partir des Achuar ou d'autres, mais de ces gens qui vivent quand même avec plus de voisins non humains qu'humains. En fait, il y a quand même pas mal de sociétés dans le monde où on est entouré et où alors j'en fais pas un déterminisme environnemental, mais il y a quand même matière à établir des relations, à chercher à établir des relations plus diplomatiques quand on a autant de voisins non humains, et c'est un peu plus simple de les considérer comme des sujets politiques. Oui. Effectivement, quand je suis arrivé chez les Achuar, j'ai eu tendance à voir la disposition des sites d'habitat à travers un regard européen. C'est-à-dire, il y a une grande maison collective, entourée d'un jardin avec un très grand nombre de plantations de différentes plantes cultivées et de plantes sylvestres transplantées de la forêt.
donc qui est un miracle agrobiologique. Et puis un peu plus loin, c'est des clairières, la forêt. Et donc je voyais ça comme un système de socialisation décroissant. Et effectivement, quand on sortait de la forêt, on pouvait marcher pendant des jours et des jours sans rencontrer autre chose que des plantes et des animaux, principalement des insectes d'ailleurs. Les plus proches compagnons, les plus proches commensaux étaient en effet des autres qu'humains. Et puis je me suis aperçu que cette vision de socialisation décroissante était absurde, parce qu'au fin fond de la forêt, les chasseurs, par exemple, à Tchouar, entretenaient des liens d'interlocution, disons en tout cas, avec les animaux sauvages, avec le gibier, avec qui ils communiquaient en rêve, à qui ils s'adressaient par des chants magiques. Et donc au plus profond de la forêt, les autres qu'humains étaient présents comme sont présents chez nous des animaux domestiques au sein du foyer. Et donc il n'y avait pas cette grande dissociation entre le monde social, même réduit à cette grande maison et à ses jardins, et puis de l'autre côté un monde sauvage, parce que le monde sauvage était un monde domestique de part en part, d'où le titre de mon premier ouvrage qui était ma thèse, La nature domestique, c'est-à-dire le fait que au sein de cette forêt pouvaient se déployer des liens du même ordre que ceux qui se déployaient à l'intérieur de la maison. Et donc alors c'est un peu exceptionnel, effectivement les Atchois ont une densité de population parmi les plus faibles du monde, en tout cas dans les zones de la ceinture intertropicale. À certains endroits, c'est 0,1 habitant au kilomètre carré, donc effectivement, il y a beaucoup de non-humains tout autour. Mais ces non-humains, il faut les accueillir. C'est pas simplement qu'ils sont là, qu'on les rencontre. Il faut pouvoir interagir avec eux. Et on le fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, par l'intermédiaire de différents dispositifs, et notamment le rêve. Et lorsque une femme, un matin, m'a raconté pour la première fois un rêve, c'est une société, comme dans beaucoup d'autres, où l'interprétation des rêves joue un rôle central. Et donc, avant le lever du jour, on se réunit autour des feux pour discuter des rêves de la nuit. Certains de ces rêves sont des rêves qui sont susceptibles d'être interprétés par une clé des rêves classique, une oniromancie classique, par exemple par inversion. C'est-à-dire, si on rêve qu'on va à la chasse, c'est un bon signe pour aller à la pêche et vice-versa. Mais au-delà de ces rêves qui avaient, disons, une clé d'interprétation automatique, il y avait des rêves littéraux dans lesquels des personnages se présentaient au rêveur sous forme humaine et venaient lui délivrer un message. Et le premier dont j'ai discuté avec une femme qui m'a raconté son rêve, c'était celui d'une jeune fille qui se plaignait à elle, sa mère adoptive, qu'elle était empoisonnée. Et c'était donc un plant de manioc qui avait été planté beaucoup trop près de plantes qui servent à pêcher en rivière et qui sont des poisons, en fait. Et donc, cette jeune fille se plaignait que sa vie avait été mise en danger. Et incontinent, la femme a transplanté ce plant de manioc plus loin des plantes de barbasco, de cette plante toxique où il était planté. Et ça, c'est quelque chose qui est constant. Tous les jours, on a des relations avec ce que les Atchoirs appellent des personnes. Le terme personne, c'est un terme en Atchoir, c'est eins. Lorsque j'ai compris ce qu'il signifiait, ça m'a ouvert des horizons, c'est-à-dire que c'est n'importe quelle entité dans le monde qui a une intériorité avec laquelle on peut communiquer. Mais pour nous, les personnes sont des personnes humaines.
Mais là, ce sont des personnes humaines et non humaines. Et on peut communiquer avec elles, bien sûr, dans les rêves, mais aussi dans des incantations magiques qu'on leur adresse, et qui sont des techniques de manipulation. D'une certaine façon, on agit sur leur cœur, qui est le siège de l'intelligence et de la sensibilité et des émotions, de façon à les conduire ou à les inciter à agir de telle ou telle façon. Et donc ce rapport permanent qu'entretenaient les Hatchoirs avec des autres qu'humains rendait le monde beaucoup plus compliqué, dense et riche, puisque à tout moment, au fond, on était en capacité d'entrer en relation avec des autres humains. Ce monde-là, il a disparu. Pour nous, vers le XVIIe siècle, pas pour tout le monde. Il a disparu pour Bacon, il a disparu pour Descartes, il a disparu pour Galilée, il n'a pas disparu pour des paysans des campagnes européennes. Il a disparu beaucoup plus tard pour les paysans des campagnes européennes, et encore pas pour tous. Et ce monde, il a disparu, et j'en vois un exemple dans quelque chose qui a suscité beaucoup de commentaires, qui sont les procès des animaux. Il y avait différents types de procès des animaux. Certains d'entre eux étaient des procès devant un tribunal ecclésiastique et concernaient surtout les insectes ravageurs des cultures. Et on a quelques cas où la sentence est l'excommunication. Ah, c'est intéressant, l'excommunication, parce que ça veut dire que ces insectes faisaient partie de la grande communauté chrétienne, d'un ensemble socio-cosmique complexe, avec la hiérarchie de l'échelle de l'être, à leur place, bien sûr, mais néanmoins à l'intérieur de cet ensemble. Et puis, on a arrêté de faire des procès aux animaux au début du XVIIe siècle, lorsque, précisément, Descartes et Bacon ont évacué les animaux à l'extérieur. Ça n'avait plus de sens maintenant de faire des procès aux insectes ravageurs des cultures, parce que n'ayant pas d'intériorité, ils n'étaient pas responsables, et ça n'a eu aucune conséquence de les excommunier. On pouvait essayer, on a essayé ensuite, et parvenu en partie, à les exterminer par les pesticides, avec toutes les conséquences que nous connaissons, mais un peu plus tard, avec le développement de la chimie, bien sûr. Et donc, ce moment est important, le XVIIe siècle, parce qu'il nous fait faire un pas de côté, entrer dans un monde qui est désenchanté, comme disait Max Weber, mais dans un monde où, précisément, les autres qu'humains n'étaient plus que des ressources. Et c'est ce monde-là qui m'est apparu avec une évidence extrême, par contraste, lorsque je suis revenu du terrain, où j'avais pris l'habitude de partager avec mes amis Hatchoirs l'idée qu'on pouvait rencontrer tous les soirs des singes laineux, des plants de manioc et des toucans, et discuter avec eux. Et l'appauvrissement, en quelque sorte, et la mercantilisation que cet appauvrissement implique, m'a frappé au visage. Et donc il ne s'agit pas, encore une fois, de faire l'apologie des populations autochtones comme étant la seule ressource possible pour changer notre monde, mais de mettre l'accent sur le fait que le contraste qu'elles offrent avec le monde mercantiliste du capitalisme rend ce monde mercantiliste beaucoup plus visible, beaucoup plus... et d'ailleurs, les autochtones le disent avec beaucoup de clarté dans ce très beau livre « La chute du ciel » du chaman Yanomami Davi Kopenawa, qu'il a coécrit avec Jean-Pierre Albert.
Bruce Albert. Jean-Pierre, c'est ici, oui. Avec Bruce Albert, il dit à un moment, il apostrophe les Blancs en parlant du monde de la marchandise. Le monde des Blancs, c'est le monde de la marchandise. Et il ajoute, à propos du rêve aussi, lorsque vous rêvez, vous ne rêvez que de vous-même. C'est-à-dire, non pas de vous-même individuellement, mais vous ne rêvez que d'un monde humain dans lequel les autres qu'humains sont des symboles, mais pas des acteurs. Et donc, vous êtes complètement narcissique et nombriliste, si je puis dire. Et donc, certains grands penseurs autochtones, comme David Kopetamoa, ont très bien vu ces failles du capitalisme que des apprentis modestes dans mon genre qui partagent la vie de population autochtone pendant quelques années peuvent percevoir aussi à leur retour. C'est pour ça qu'au début de ce livre, je reprends une formule que Lévi-Strauss avait proposée en disant que l'anthropologie est une science révolutionnaire. Lévi-Strauss, qu'on a eu tendance à considérer comme un conservateur un peu tiède, et en fait, pendant longtemps, on le sait, a été un des intellectuels de la SFIO. Bloom avait beaucoup d'espoir dans le fait que Lévi-Strauss deviendrait précisément un intellectuel organique du Parti socialiste. Ces espoirs ont été déçus, trompés par... peut-être a-t-il mieux valu qu'il devienne un grand anthropologue qu'un apparatchik de la SFIO. Mais toujours est-il que en 1937, si mes souvenirs sont bons, ou en 1938, il était revenu brièvement à Paris et un bureau d'études de la CGT lui avait demandé de faire une conférence sur l'ethnologie. Et il appelait ça l'ethnologie une science révolutionnaire. Il était encore à l'époque un marxiste hétérodoxe. Et lorsqu'il parlait de révolution, c'était vraiment au sens léniniste. C'était pas une métaphore. Et l'idée qu'il développait, c'est celle que je viens de vous présenter et qui est, je pense, caractéristique de l'expérience de beaucoup d'anthropologues. C'est-à-dire que lorsqu'on a partagé la vie d'une population où il n'y a pas d'inégalités foncières, sauf des inégalités de genre qui sont, je crois, universelles. En l'occurrence, ces inégalités ne se manifestaient pas par des disparités de richesse, par des disparités de statut. Un collectif dans lequel il n'existait pas de production de valeurs marchandes, de production de valeurs d'échange, dans lequel il n'y avait évidemment pas de salariat, dans lequel il n'y avait pas de monnaie, donc pas de système de péréquation des richesses à partir d'un étalon, et que l'on revient en Europe, que l'on revient en France en l'occurrence, on ne peut qu'être frappé par le degré des inégalités, de l'exploitation et de la mercantilisation surtout, d'où cette expression de David Kopetamoa, le peuple de la marchandise. Et tu prends aussi des exemples qui sont moins immédiatement intuitifs, comme un répertoire des formes possibles et désirables politiques. Je pense, tu consacres une partie de l'ouvrage, la fin, à un cas classique de l'anthropologie qui est celui des royautés sacrées, où on a là, pour le coup, de la concentration des pouvoirs très très grande dans une seule personne. Les royautés sacrées, principalement en Afrique, se sont dotées de drôles de chefs qui sont des espèces d'opérateurs cosmologiques qui garantissent la fertilité des choses du monde. Mais pour autant, et c'est très instructif de le lire, analyser comme ça, ces mêmes sociétés qui ont rendu possible l'émergence de ces gens qui concentrent énormément de pouvoir se sont aussi dotées quand même des moyens de canaliser ces pouvoirs en limitant par exemple leur capacité coercitive, etc. Donc, pour autant qu'ils deviennent centraux sur un plan cosmologique, ils sont minorés sur un autre point.
Oui, les rois sacrés sont intéressants parce que ils offrent une variante à l'intérieur d'un système hiérarchique. Alors effectivement, ils couvrent, dans la mesure où ils représentent le cosmos, et ils sont les médiateurs du cosmos par rapport au collectif dont ils sont à la tête, ils sont au sommet d'une hiérarchie. Cela dit, même si certains d'entre eux ont pu acquérir des pouvoirs importants, ces pouvoirs de coercition ne sont jamais illimités. Et donc ils offrent une expérience intellectuelle intéressante pour essayer d'imaginer ce que pourrait être une hiérarchie non hiérarchique, si je puis dire. C'est-à-dire un système dans lequel il y a des gradations caractéristiques de tous les systèmes analogistes, si je puis dire, mais dans lesquels il n'y ait pas de coercition, pas au sens de Pierre Classe, c'est-à-dire d'un chef qui serait dépourvu des moyens d'exercer sa coercition et qui serait un peu ridicule et qui, de cette façon-là, empêcherait l'émergence d'une séparation entre un despote et le peuple qu'il gouverne, mais dans un sens un peu différent, qui est celui de la possibilité d'imaginer des dispositifs hiérarchiques dans lesquels la hiérarchie est distribuée selon d'autres formes que la hiérarchie des pouvoirs, par exemple. Et donc les rois sacrés sont intéressants de ce point de vue-là. Ils constituent une forme alternative, si on peut dire, à cette fiction clastrienne du chef sans pouvoir, c'est-à-dire de la possibilité, au fond, de contenir l'émergence de l'État à travers une sorte de personnage dont on va limiter les pouvoirs de coercition. Je pense que peut-être un dernier élément sur lequel il faudrait insister, tu l'as évoqué dans ta présentation, c'est l'importance de redéfinir les concepts que nous employons. Tu l'as dit à propos de la société. Alors, l'effort que j'ai fait en tant qu'anthropologue, tu l'as rappelé dans ta présentation, ça a été de montrer que l'opposition entre nature et société n'a rien d'universel, qu'elle est caractéristique d'une période historique et que j'ai évoqué tout à l'heure. Elle naît à une certaine époque, elle est en ce moment dans une période de flou, les deux concepts sont devenus poreux l'un par rapport à l'autre, mais on peut dire cela de la plupart des concepts que nous employons, non seulement dans les sciences sociales, mais dans notre langue quotidienne. Alors, il est très difficile de se débarrasser du terme de nature pour toutes sortes de raisons. On m'a reproché de vouloir, en éliminant la nature, de vouloir éliminer, au fond, la possibilité de se rallier autour d'un concept pour défendre, pour mener des combats écologistes, par exemple, ou pour défendre des territoires soumis à la spoliation et à la dévastation. Mais je pense qu'il faut quand même faire attention aux concepts qu'on emploie et aux conséquences que cet emploi peut entraîner. Pour le concept de nature, par exemple, il me semble qu'à partir du moment où on parle de nature, on installe de façon systématique le naturalisme, c'est-à-dire cette division entre nature et société. Parler de nature, c'est nécessairement parler de nature et d'autres choses, et des humains. Et donc, c'est perpétuer, au fond, cette division qui est née à une certaine époque et dans laquelle nous vivons toujours, mais dont nous tentons de nous extraire. Société, c'est la même chose. Societas, en latin, c'est une association. Ce n'est pas nécessairement la société telle que nous la concevons et telle que Durkheim au fond, l'a solidifiée dans les sciences sociales
à la fin du XIXe siècle comme une entité supérieure et transcendante d'une certaine façon par rapport aux éléments qui la composent, à qui on va imputer quasiment un peu comme le fait Clastres d'ailleurs, avec qui on va imputer des désirs, des intentions, des capacités d'agir, des formes de détermination. Si l'on regarde attentivement la façon dont des populations autochtones un peu partout autour du globe conçoivent les formes d'agrégation au sein desquelles ils sont insérés, on s'aperçoit que très peu conçoivent ces formes d'agrégation sous la forme d'une société humaine. Je parlais tout à l'heure des procès des procès des animaux. Il est certain que jusqu'à la Renaissance, le vaste collectif humain et non humain qui était la cité de Dieu, d'une certaine façon, n'était pas une société au sens classique durkheimien. On peut dire la même chose chez les Achuars et dans toutes les populations de ce que j'ai appelé l'archipel animiste. Les collectifs, et c'est pour ça que j'emploie le terme de collectif plutôt que le terme de société, puisque avec le terme de collectif, on ne présuppose pas la composition, au fond, de ce qui est contenu dans le collectif. Eh bien, les collectifs sont chaque forme de vie ayant un corps différent. Autrement dit, il y a un collectif des toucans, il y a un collectif de telle ou telle race d'esprit, il y a un collectif des pécaris, il y a un collectif du manioc, etc. Et il y a différents collectifs d'humains du fait des types de corps que ces humains ont. Et ces types de corps sont des types de corps qui sont définis à partir d'éléments que nous appellerions culturels, mais qui sont vus par les Amazoniens comme étant des dispositions physiques, c'est-à-dire des coiffures, des peintures corporelles, des armes, des outils, des langues, des formes d'habitat, etc. etc. Donc, société, c'est la même chose. D'où ma proposition de parler plutôt de collectif. C'est pour ça aussi que je parle de cosmopolitique dans un sens un peu différent de celui de Kant, c'est-à-dire de systèmes d'accommodement entre humains et autres qu'humains qui dépassent les frontières de l'humanité. Et donc, je pense qu'il y a un travail important de réforme des concepts qui nous attend. Nous nous sommes trouvés, nous anthropologues, obligés au fond de décrire ce que nous voyions avec les mots de la tribu, mais ces mots de la tribu étaient précisément les mots de la tribu, justement, de notre tribu, et ne correspondaient pas du tout à ce que nous étions en train d'observer. Et donc, alors bien sûr, on a fait tout le travail de contextualisation nécessaire, ce qui est propre à l'ethnographie, mais le fait même d'employer ces concepts faussait complètement ces descriptions. Et on peut dire, alors j'ai parlé de société, de nature, de culture, d'économie, l'économie, d'histoire, d'art, toutes ces choses qui sont nées à un certain moment dans la trajectoire historique de l'Europe, qui se sentait en situation de transformer sa destinée collective en inventant des domaines référentiels nouveaux. Et c'est admirable, mais ça n'est pas généralisable. C'est d'où, au fond, lorsqu'on reproche aux anthropologues, qu'on me reproche en particulier de faire du relativisme, en fait, je fais tout le contraire du relativisme. Au contraire, je m'efforce de trouver des concepts qui aient une dimension universelle plus acceptable que ceux que nous employons, qui sont encore une fois très très liés à une trajectoire historique particulière. Je garde en réserve pour moi une ou deux questions si les gens sont trop timides pour en poser, mais il y a tellement de monde qu'il est peut-être temps de faire circuler la parole. Mais voilà, il n'y a pas de timide, tout le monde pose des questions. Merci pour toutes ces explications. Est-ce que vous pourriez nous donner une autre petite explication
sur le collectif Manioc. Alors, le collectif Manioc, il est constitué par les plants de manioc qui sont plantés dans un jardin, de même qu'il y a un collectif des ignames et un collectif des patates douces. Et ces collectifs ont une densité plus ou moins grande en fonction de leur capacité à agir collectivement. Alors, par exemple, on a peu de descriptions de ce que font les plants de manioc lorsque les humains ont le dos tourné. Mais en revanche, on en a beaucoup pour certains animaux, par exemple. Et donc, les salines, qui sont des endroits classiques de réunion des animaux un peu partout dans le monde, et notamment en Amazonie, sont vus comme étant des maisons collectives de ces animaux, où les animaux se réunissent lorsque les humains ne les voient pas, et se dépouillent de leur corps. Au fond, ce que j'ai appelé l'animisme, c'est une forme de déguisement, c'est-à-dire que le monde est composé d'intériorités qui se revêtent de corps, qui sont assez souvent les corps ordinaires correspondant à une espèce, mais qui peuvent être aussi d'autres corps, d'où l'une des caractéristiques, au fond, de l'animisme en Amazonie en particulier, mais aussi dans d'autres régions du monde, c'est qu'on ne sait jamais vraiment à qui on a affaire. On a affaire à une intériorité recouverte d'un corps, mais est-ce que c'est le bon corps? Est-ce que c'est un corps qui a été emprunté? De qui s'agit-il au fond? Qui est là? C'est vraiment la grande question de l'animisme. Et donc, ces tapirs se débarrassent à ce moment-là, par exemple, dans leur saline, qui est leur maison commune, de leur corps, et on danse des danses rituelles qui sont celles du même type que celles que les Amérindiens entreprennent. Donc c'est des collectifs qui ont cette caractéristique d'être des collectifs d'âmes avec des corps à coulisses, si je puis dire. Voilà. Donc c'est un monde assez différent d'une autre, en effet. Je peux vous dire, j'avais une fois rêvé que j'étais... les Achuars ne dorment pas dans des hamacs, mais dans des bas-flancs, c'est-à-dire c'est des lits faits avec des stipes de palmiers refendus ou des bambous refendus. Et j'ai eu l'impression de me réveiller dans le lit où j'étais couché, mais au lieu d'être dans la maison commune, j'étais dans un marais. Et j'entendais toutes sortes de bruits, et notamment des gens qui parlaient et qui riaient tout autour. Et quand je me suis réveillé, que le matin, je suis arrivé avec mon petit rêve à soumettre à l'interprétation de mes hôtes, ils m'ont dit « Ah mais oui, tu étais dans la maison des Pécaris !» Bonsoir. Vos écrits, ceux de Bruno Latour et de Donna Haraway dans Vivre avec le trouble, accompagnent en permanence mes recherches sur les processus d'humanisation qui sont à la naissance de la psyché de nos enfants et qui structurent ensuite nos psychés d'adultes selon les lieux et les époques. Ces recherches s'inscrivent dans mon parcours de neurologue, de psychiatre et de pédiatre et m'interrogent sur le parental et le conjugal. Dans Les Lances du crépuscule que vous dédicacez à votre compagne, vous écrivez « Sans doute dépourvu de bien des attraits que les Achuars associent au mariage, notre monogamie nous humanise pourtant et rend notre apprivoisement moins problématique. Le célibat est en effet une incongruité. Exister pour les Indiens, sous les espèces rassurantes d'un couple, même sans enfant, concourt à rendre moins visibles nos deux personnalités respectives. À qui s'étonnerait de ne pas rencontrer plus souvent ma compagne dans ces pages, il faut confesser que ce regard des Achuars sur notre couple a dû se glisser dans mon écriture. Nous sommes bien deux à nous y exprimer, tant émotions, expériences et connaissances furent indissolublement partagées. Aujourd'hui, pensez-vous que toutes ces questions qui tournent autour des différentes conjugalités mériteraient plus de développement pour mieux aborder la question des parentalités si mal en point? C'est une vaste question, mais c'est vrai que lors des
lors des débats publics qui ont porté sur le mariage des personnes de même genre ou sur les transitions de genre, ou sur beaucoup de débats qui ont animé la société française et européenne en général, sur lesquels on a dit beaucoup de bêtises. Il était frappant de voir que, en dépit des efforts de certains anthropologues, je pense en particulier à Françoise Héritier, qui a beaucoup œuvré pour essayer d'introduire des nuances dans les conceptions péremptoires qu'on avait de ce qu'était la famille, de ce que c'était qu'un couple, de ce que c'était que la parentalité. En dépit de ces interventions, ce sont des idées qui étaient tout à fait caractéristiques de la famille européenne telle qu'elle s'était formée au fil des siècles et telle qu'elle s'était solidifiée au fond au XIXe siècle, qui ont dominé. Et donc de ce point de vue-là, les acquis de l'anthropologie en termes de la définition de la famille et des rapports de parenté ont été peu pris en considération. Mais d'une certaine façon, c'est un... Je veux dire, tous les anthropologues qui sont ici présents savent que, au fond, on a, lorsqu'on écoute les médias, notamment télévisuels, on a à peu près l'équivalent tous les jours de gens qui vous disent que la Terre est plate. En termes anthropologiques, si vous voulez, c'est-à-dire qui sont complètement contraires à tout ce que l'on sait en matière anthropologique. Donc, il faudrait passer notre temps à essayer de réfuter des affirmations péremptoires qui n'ont aucun fondement. Voilà. Mais, donc, oui, il y a un gros travail à faire, sans aucun doute. Bonsoir, merci pour votre intervention. Je voudrais savoir, au niveau du chant, est-ce que vous avez constaté des invariants ou des chants un peu communs, ou comment ça se traduit dans le rêve, dans la réalité? Au niveau du chant, mais quel type d'invariant pensez-vous? Au niveau tessiture, tonalité, ou des choses comme ça, ou de mots aussi, de rythme. Mais dans le monde, ou bien par rapport à votre expérience en Amérique du Sud? Ah, disons que c'est un... Oui, il y a certaines constantes amérindiennes dans la musique qui sont à la fois techniques, dans la nature des mélodies, dans les rythmes, etc., et aussi dans l'idée de ce qu'est le chant. Le chant, c'est un langage universel. Le fait même qu'un énoncé soit chanté le transforme par rapport à un énoncé normal et devient de ce fait un moyen de communication. C'est pour ça que le chant des incantations magiques a une efficace particulière, parce qu'il est chanté et donc il agit directement et il est un instrument, un levier qui vient agir sur le récepteur. Un peu partout aussi dans le monde amazonien, mais ça c'est beaucoup plus large, la musique, et notamment les instruments de musique, sont la voix des esprits. Et donc, notamment dans les rituels, ils permettent la présence des esprits, même s'ils sont... C'est une forme de figuration, si je puis dire, par la création d'un espace sonore des esprits. Autrement, répondre à votre question impliquerait beaucoup d'éléments, parce que l'ethnomusicologie est un domaine qui est en pleine, enfin, un domaine ancien en anthropologie, mais qui est un domaine en pleine expansion et dont je trouve les résultats très intéressants. Les jeunes chercheurs qui travaillent dans ce domaine nous apportent énormément. Mais voilà, c'est tout ce que je peux vous dire
de plus simple sur cette... Il y a juste une dernière chose. Un jeune collègue ethnomusicologue a travaillé sur la musique, non pas des Atchouars, mais des Chouars, qui sont des voisins et qui est assez proche. Et en fait, il l'a défini comme je me souviens plus exactement du terme qu'il emploie, mais c'est un accord pour être en désaccord. Et ça se voit dans la musique. Les Atchouars sont une société conflictuelle. C'est une société où la vendetta joue un rôle important et où les rapports entre humains peuvent dégénérer assez rapidement et se transformer en conflit. Et donc, dans la musique, c'est visible. C'est-à-dire qu'ils cherchent la dissonance. En particulier dans les musiques, dans les chants collectifs. Je pense en particulier à des chants en canon décalés des femmes, qui sont des chants très émouvants, parce que c'est des chants qui sont chantés lorsque les hommes sont à la guerre, pour les protéger des ennemis. Et Les Lances du Crépuscule, le titre d'un de mes livres que tu as cité tout à l'heure, c'est ça, c'est un chant de ce type-là. La lance du crépuscule vient, évite-la, mon fils, évite-la, mon amant, etc. Donc c'est des chants en canon décalés qui sont à la fois collectifs et en même temps qui introduisent des petites dissonances à l'intérieur du collectif. Alors, je suis très loin. Voilà, je suis là. J'avais donc une question qui peut-être, en termes de catégorisation, est, je sais pas, complètement absurde et naturaliste, mais ça m'a frappé ce que vous disiez par rapport à l'importance de l'interprétation des rêves. Et ça m'a donné l'impression, en tout cas, quand on l'associe à notre manière, nous, de fonctionner, que en fait, ça rend la nuit, ça fait de la nuit un moment qui n'est absolument pas reposant, si on rêve et si ces rêves-là, le matin, ont une telle importance. Et donc, je me demandais, en fait, ça me donne l'impression qu'ils ont des vies extrêmement remplies, si la nuit est tout autant fatigante. Et donc, je me demandais s'il y avait une place pour le repos dans ces sociétés, ou si ça aussi c'était un concept complètement absurde dans ces sociétés-là. Alors c'est une bonne question. C'est vrai que la nuit est fragmentée. Dans ces grandes maisons collectives, il y a toujours un chien qui aboie, un bébé qui pleure, quelqu'un qui vient ranimer un feu, et puis évidemment tous les sons de l'extérieur, le chant de l'engoulevent nocturne par exemple, qui me résonne encore dans la tête la nuit. Et donc on se réveille à maintes reprises. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles on se souvient de ses rêves, c'est-à-dire qu'on accumule des images oniriques dans tous ces petits épisodes de sommeil dont on dispose au réveil, alors que lorsqu'on dort comme une bûche toute la nuit, la capacité de se remémorer les rêves est moins présente. Alors, au fond, le repos est vu comme un défaut d'une certaine façon, comme un vice. Et les jeunes gens qui s'efforcent de montrer leur virilité, précisément s'efforcent de veiller le plus possible. Ils embêtent tout le monde pendant la nuit d'ailleurs. Ils font les 100 pas, ils chantent, etc. Donc parmi tous les indices de la virilité, il y a ça. Il y a ne pas dormir, ne pas manger, se baigner dans l'eau froide de la rivière avant l'aube, et des choses comme ça, de façon très ostentatoire. Et donc le repos n'est pas quelque chose de favoriser comme étant au fond un état désirable. Sans compter que les rêves sont toujours peuvent être dangereux. Au fond, on peut rêver de choses qui ne sont pas... Le rêve, c'est le voyage de l'âme, c'est-à-dire
les âmes circulent dans une espèce d'espace interstitiel, se réunissent dans des espèces de colloques instantanés et rencontrent d'autres âmes. Et certaines de ces âmes peuvent être dangereuses. Par exemple, une chose qui est très frappante pour un Européen, c'est le traitement de la mort. Les morts sont très rapidement, lorsque une personne est morte, ses parents vont se réunir autour du corps et vont couper de façon systématique et ostentatoire les liens avec le défunt. Par exemple, ils vont faire des feux avec des feuilles de façon à produire beaucoup de fumée et sauter à travers ces feux pour dépister l'âme du mort, pour qu'elle ne les suive pas. Ils vont chanter des chants du genre « Ne viens plus jamais me voir », « Ne viens plus jamais visiter mes rêves », « Reste loin de moi, je ne veux plus savoir ton nom », ce qui est pathétique parce que, bien évidemment, le chagrin est là. Mais en même temps, il y a cette volonté de clore l'épisode de la vie parce que les morts ont la capacité auraient la capacité d'entraîner les âmes des vivants dans le monde des morts, qui est un monde de faux semblants, dans lequel tous les éléments de la sensibilité ont disparu. Ce sont des quasi-fantômes. Et donc, la mort est tous, enfin, un repos, justement. Et il ne faut pas se reposer. Lors de la veillée du mort et avant d'aller dormir, on vous crache de jus de tabac vert dans les yeux. C'est assez désagréable. Et ça vous rend aveugle, justement, à la présence des morts, à la présence du mort qui pourrait venir vous solliciter. Donc il faut se méfier du repos, globalement. Oui. Bonjour. Alors, je me trouve assez loin. Je me demandais tout à l'heure, vous aviez parlé des distinctions entre hommes et femmes et de genre dans la société en général, que vous disiez universel. Et je me demandais si vous auriez des exemples chez les Achuars, ou si, mais aussi je voulais vous demander si l'hétérosexualité était présente en majorité là-bas, ou s'il y avait pas de question d'orientation en particulier. Alors, la question de l'inégalité des genres, moi je fais bien les conclusions de Françoise Héritier que j'évoquais tout à l'heure, c'est à savoir que l'inégalité des genres est universelle, mais qu'elle n'est pas irréversible. Et que donc, c'est pas parce qu'on a une situation de ce type qui est universelle qu'on ne peut pas la changer. Et donc, je n'ai rien de plus à ajouter à cette remarque. Et effectivement, les anthropologues ont montré que même dans les collectifs que nous appelons dans notre jargon matrilinéaires et matrilocaux, où semble-t-il ce sont les femmes qui ont par exemple les prérogatives, la propriété, la transmission de certains types de privilèges, etc. En réalité, ce sont les frères et les oncles qui maîtrisent ces privilèges, y compris dans des sociétés d'extrême matrilinéarité, matrilocalité, comme les Na en Chine, qui sont où il n'y a pas de couple et où il existe le principe d'une visite nocturne, c'est-à-dire que les amants de la maîtresse de maison viennent la visiter la nuit, et les enfants sont élevés par les frères de ces femmes. Et donc, dans un cas pareil, ce sont toujours les frères qui exercent le pouvoir. Donc ça, c'est un aspect. Pour ce qui concerne l'hétérosexualité, les Achuars
considérait que l'homosexualité était une chose, elle n'est pas complètement inconnue, mais une chose, disons, condamnable, moralement, socialement condamnable, et parler avec une certaine dérision de leurs voisins qui parlaient quichua, justement, où certains hommes étaient appelés hommes-femmes parce qu'ils avaient franchi la frontière du genre. Effectivement, ils s'habillaient en femmes et ils se comportaient comme des femmes. Ils trouvaient ça très bizarre. Donc voilà tout ce que je peux dire, mais c'est, encore une fois, ça n'empêche pas qu'il y avait certainement des cas d'homosexualité masculine et féminine. Oui. Merci. Bonsoir. J'ai trouvé extrêmement intéressant la façon dont vous expliquez que les hachoirs communiquent avec les non-humains. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la façon dont ils perçoivent les communications des non-humains, le rêve mis à part? Qu'est-ce que vous venez de... Oui, les communications des non-humains. Bien ce qui est intéressant, c'est qu'ils vivent au fond dans un registre, dans deux registres combinés. Par exemple, un chasseur va suivre un animal à la piste en utilisant des indices de sa présence qui peuvent être décrits, la présence d'urine de l'animal, si c'est un singe au pied d'un arbre, qui sera signalé par la présence d'un papillon, par exemple, qui va volter au-dessus de la flaque d'urine, etc. Donc il y a des indices comme ça, des branches brisées, des foulées sur le sol, etc., qui sont des indices empiriques, si vous voulez. Et simultanément, il va communiquer avec cet animal par des chants magiques pour influer sur son comportement. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des techniques de manipulation plus que des communications. Les communications se passent dans les rêves, parce que là, il y a un dialogue, des questions et des réponses. Mais dans les chants magiques, au fond, il y a une superposition entre l'animal que l'on finit par apercevoir, qui a un chant, par exemple, qu'on va entendre. Le repérage au son est très important. Il y avait chez les Achuar un homme qui était sourd-muet et que les Achuar admiraient beaucoup parce que c'était malgré tout un bon chasseur. Or, par exemple, on ne chasse pas quand il pleut parce que le bruit de la pluie dans la forêt, sur les feuilles, rend impossible de percevoir nettement les sons. Donc, on a un univers sonore qui vous est familier, au sein duquel on va se repérer, qui est l'univers sonore de la forme de vie ou des formes de vie avec lesquelles on cohabite. Et puis, il y a ce langage universel qui est le chant magique, ou qui est le langage parlé dans les rêves, qui va permettre une communication d'une nature différente. C'est donc deux registres qui se combinent, en fait, constamment. Eh bien, merci beaucoup. On peut applaudir nos intervenants du jour, et Philippe Descola en particulier. L'ouvrage de Philippe Descola, Politique du Faire-Monde, est publié aux éditions du Seuil. Philippe Descola a aussi fait paraître, entre autres, Par de la nature et culture, chez Gallimard, La composition des mondes, chez Flammarion, ou encore Les formes du visible, au Seuil. Il a collaboré avec Alessandro Pignocchi à Ethnographie des mondes à venir, chez ce même éditeur. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche, vendredi 27 mars 2026, et réalisée et mise en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.